Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Voici le programme. 4 collégiens de Trappes sont venus découvrir les métiers de la justice au tribunal administratif de Versailles cette semaine en collaboration avec l'Académie de Versailles. L'objectif est de montrer que la justice est accessible à des élèves yvelinois scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Prochaine étape, les magistrats et les greffiers du tribunal se déplaceront au sein de la classe. L'association yvelinoise La Gerbe, basée à Équevilly, collabore depuis 2013 avec le docteur et gynécologue Tony Elongué. Ce dernier a fondé un hôpital en République démocratique du Congo, seul gynécologue de la région Sankuru pour 3 millions d'habitants. L'accès aux soins est un défi dans le pays. Il sera présent pour en parler avec nous en compagnie de Michael Païta pour l'association La Gerbe. Et puis, comme d'habitude, le jeudi à l'approche du week-end, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines, pièces de théâtre à Versailles ou encore diffusion du match des Bleus sur écran géant. Nous aurons notamment une grande page sur Noël avec les marchés à venir dans le département et les activités à faire en famille à l'approche des fêtes. Et aussi dans ce journal, nous parlerons également de la réouverture du musée Lambinet après 3 ans de travaux. Pour en parler, Émilie Maisonneuve, la conservatrice de ce musée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a changé après 3 ans de travaux ? On a tout changé. On a tout refait. L'intégralité du musée, en fait, le parcours a été entièrement revu. Donc, c'est vraiment un nouveau musée Lambinet qui est à découvrir. Et donc, on en parlera plus en détail en seconde partie d'émission. Avec nous également en plateau, Michael Païta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle Solidarité internationale de l'association La Gerbe. Je le disais à l'instant, depuis 9 ans, vous collaborez avec le docteur et gynécologue Tony Elongué. Et le fruit de cette collaboration, c'est notamment la construction d'un hôpital en République démocratique du Congo. On reviendra tout à l'heure sur les actions qui sont menées sur place. Mais est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter un petit peu l'association La Gerbe ? Qu'est-ce que c'est ? Alors l'association La Gerbe, c'est une association de solidarité qui a commencé avec un volet international qui s'est pérennisé. Et puis à partir de 2004, tout un volet d'insertion professionnelle basé ici dans les Yvelines. Et puis petit à petit, toute une dimension de ressourcerie, c'est-à-dire une dimension de réemploi du matériel. Et donc ça veut dire qu'on a 3 volets qui sont articulés les uns avec les autres, chaque volet étant au service de l'autre, pour donner une action qui agit sur le territoire et à l'international, en Europe de l'Est et en Afrique. Et donc on parlera de ces actions qui sont menées en Afrique tout à l'heure dans cette émission. Avec nous également les journalistes de la rédaction de TV78. Bonsoir Grégory Canalé. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter les informations du jour. Oui, plusieurs choses au programme. On reviendra sur une visite princière qui a eu lieu dans les Yvelines. On parlera aussi de ces pommes bio et locales qui sont mises à disposition des élèves de Villepreux. Et enfin, on parlera aussi de la guitare de Marie-Antoinette qui sera mise aux enchères demain. Et donc ce sera dans quelques instants. Gabrielle Gontier, vous êtes aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter des idées de sortie pour ce week-end. Oui, et pour ce week-end, je vous parlerai d'une idée de sortie sport. Vous en avez parlé dans les titres avec ce match France-Angleterre qui sera diffusé sur écran géant à Poissy. On parlera aussi théâtre avec l'adaptation au théâtre du roman Petit Pays. On aura également une exposition et des idées de sortie dans le thème de Noël, bien sûr. Et donc ce sera en seconde partie d'émission, mais juste avant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait être encore bien nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera -1 degré avec des ressentis d'environ -3 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager. Nous devrions avoir quelques éclaircies. Au niveau des températures, comptez 2 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Versailles et 1 degré à Rambouillet. Et demain, nous fêterons les pierres. Tout de suite, l'actualité du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Grégory Canalé. On commence par cette information. 2 semaines après le meurtre de Djibril, une marche blanche est organisée ce dimanche entre Coignères et Morpa. Oui, elle partira à 14h ce dimanche du gymnase du Moulin à Vent à Coignères. C'est là qu'avait éclaté la rixe entre des jeunes des 2 communes dans laquelle Djibril, 14 ans, a perdu la vie le 27 novembre dernier. Il avait reçu un violent coup de marteau sur la tête. Son meurtrier présumé est toujours en détention provisoire. La marche ira jusqu'au stade du Bois à Morpa. Il est demandé à chaque participant de porter un t-shirt
t-shirt blanc. La municipalité de Coignères indique par ailleurs que la circulation rue du Moulin à Vent sera interdite dimanche de 13h à 15h. On continue ces informations du jour avec une visite princière dans les Yvelines. Le prince Albert II de Monaco s'est rendu à Médan hier mercredi. Il a visité le musée Dreyfus, inauguré il y a un peu plus d'un an, juste à côté de la maison Zola, où vivait Émile Zola. Un déplacement dans la plus stricte intimité. Sur place, seulement la délégation monégasque et une vingtaine d'invités triés sur le volet. Très peu d'images aussi pour le moment, à part ces deux clichés qui sont partagés par nos confrères du Parisien. Mais alors, pourquoi cette visite du prince Albert II à Médan, Grégory ? Par cette visite, il a voulu honorer la mémoire de son arrière-arrière-grand-père, Albert Ier, mort il y a 100 ans, qui avait soutenu Alfred Dreyfus au moment de la célèbre affaire qui porte son nom. Albert Ier était convaincu de l'innocence de l'officier français accusé et inculpé pour haute trahison. Grâce à son statut princier, il a plaidé pour le capitaine à 2 reprises auprès du président de la République de l'époque, Félix Faure. Il a même accueilli à Monaco des Dreyfusards en leur attribuant des fonctions au palais. Pour l'image du jour, Mathilde, direction Villepreux, des pommes bio et villepreusiennes livrées ce matin à la cuisine centrale de la commune. Depuis un mois, la municipalité s'approvisionne auprès de la ferme de la Haie pour sa restauration collective. Environ 7000 pommes sont commandées par mois. Elles sont servies sur les plateaux repas des écoliers, des résidents d'un foyer pour personnes âgées et aussi pour le portage des repas. Du jus de pomme sera également servi à l'occasion des événements de la ville. Un partenariat gagnant-gagnant pour la ville de Villepreux, c'est d'acheter en direct sans intermédiaire et ça réduit les coûts. Et pour l'arboriculteur, l'avantage c'est d'écouler sa production. On écoute les interviews collectées au micro de Julien Leroy. C'est l'essentiel quoi, développer le local, l'ultra-local. Là pour les livraisons, on met 2 minutes à venir. Que demander de plus quoi? Quand on parle du coût de l'énergie pour les livraisons, du coût des livreurs, etc. Bon bah là moi je suis satisfait à 100%. Hein. Si je pouvais tout livrer dans un rayon de 3 km, je serais le plus heureux des arboriculteurs. Hein. Avec cet approvisionnement de pommes auprès d'un arboriculteur de Villepreux, eh bien, je dirais qu'on coche toutes les cases en fait. On a des fruits de saison, de grande qualité, donc gustativement c'est vraiment extraordinaire. Les enfants nous le disent, ils les apprécient énormément. Ce sont des pommes savoureuses, avec une peau fine, enfin vraiment avec un bon calibre. Donc ça c'est vraiment formidable. Pour la ville, c'est une manière aussi d'entamer une démarche d'approvisionnement en direct auprès de nos producteurs. Eh bien, ça donne envie de goûter tout ça, Grégory. Effectivement. Et le chiffre du jour, il y en a même 2, c'est 60 000 et 80 000. Pourquoi ? C'est la fourchette du prix estimé de la guitare de Marie-Antoinette. Elle vaudrait entre 60 000 et 80 000 euros. L'instrument de musique sera mis aux enchères ce vendredi par la maison Agut à Neuilly-sur-Seine. Il a appartenu, cet instrument de musique, à la reine de France, férue de musique, qui jouait et organisait des concerts au Petit Trianon, sa résidence à Versailles. La guitare, conçue en 1775 par le luthier Michelot, aurait été offerte à la marquise de la Roche-Lambert-Thévalès, l'une des plus proches confidentes de Marie-Antoinette. Elle a été conservée ensuite à travers les générations au sein de la famille de la marquise. Un rendez-vous à présent lié à l'orientation. C'est le forum des métiers du patrimoine et de l'artisanat d'excellence au campus de Versailles. Si vous êtes collégien, lycéen ou même étudiant et que vous êtes intéressé par l'artisanat, il est fait pour vous ce rendez-vous. L'événement s'est ouvert aujourd'hui. Il va se poursuivre jusqu'à dimanche aux Grandes Écuries. Sur place, une 50aine d'écoles, d'artisans et d'entreprises. L'entrée est gratuite et libre. C'est de 9h à 18h30 ce vendredi et de 10h à 18h samedi et dimanche. Et si vous loupez ce forum, Mathilde, pas d'inquiétude, il y en aura d'autres proposés en février et en mars. Et vous souhaitiez, Grégory, terminer par une autre information. Le préservatif sera gratuit en pharmacie pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, annonce en fin d'après-midi du président de la République Emmanuel Macron lors d'une session du Conseil national de la refondation qui se tenait aujourd'hui dans la Vienne, une gratuité qui interviendra à partir du 1er janvier prochain. Merci beaucoup, Grégory Canalé. Et si vous aussi, comme d'habitude, vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager en utilisant le hashtag 78news. Et une autre journaliste de la rédaction de TV78 nous a rejoint en plateau, Régine Rallège, bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, le tribunal administratif de Versailles a accueilli 4 élèves de 3e, des élèves du collège Gustave Courbet de Trappes. Le but, faire découvrir les métiers de la justice.
Alors oui Mathilde, on va en parler, mais tout d'abord j'aimerais faire un petit tour de table. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer ce qu'est un tribunal administratif ? Alors, je pense que comme son nom l'indique, il règle des litiges liés à l'administration, avec des administrations. Oui, vous avez d'autres idées ? Dans le juridique... Écoutez, alors voici une définition très claire qui s'affiche à l'écran. Donc le tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations. Donc par administration, on entend État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d'une mission de service public. Bon, Mathilde n'était pas très loin. Non, pas très loin, c'est vrai. Alors, cette semaine, la semaine de stage était organisée par le tribunal administratif et l'Académie de Versailles dans le cadre du parcours citoyen, ce qui permet aux élèves des collèges des Yvelines classés REP, donc Réseau Éducation Prioritaire, alors, excusez-moi. De découvrir des métiers. De découvrir les métiers de la juridiction administrative et même de susciter des vocations. Donc, durant cette semaine, les élèves ont pu assister à des audiences de chambre, de référés et d'urgences étrangers. On écoute tout de suite Amina, l'une des stagiaires, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. C'est un très bon stage parce qu'en fait, j'apprends des choses et en même temps, je pensais que ça allait être stressant et très carré. Mais en fait, pas du tout. On rigole, on travaille en s'amusant et ça nous améliore, quoi. Cette semaine s'achèvera demain, donc vendredi 9 décembre, mais cela constitue la première étape. La deuxième étape se fera au printemps. Cette fois-ci, des greffiers et d'autres avocats se déplaceront dans les classes des élèves accueillis en stage pour présenter les métiers de la juridiction. Et donc on a entendu une des stagiaires, mais pourquoi le tribunal se prête au jeu ? On écoute l'interview de Jenny Grandénon, la présidente du tribunal administratif de Versailles. Justice du quotidien, ça leur parle. On leur a fait à la troisième étape l'an dernier, on leur a fait un dossier, une audience fictive sur une histoire de triche au bac. Donc ces choses-là, ça va au tribunal administratif. Donc c'est quand même assez parlant pour eux. Et puis je crois qu'il est important que justement ils comprennent que la justice c'est quelque chose d'accessible, c'est un outil pour eux, c'est pas une institution surannée dont il faut avoir peur. Et c'est vraiment leur apprentissage de citoyen. C'est pour ça qu'on a appelé ça parcours citoyen. Mon premier contact avec eux, ça a été de leur donner quelques éléments de langage parce que. Mais après, je pense que c'est partout pareil. Tous les élèves qui font un stage de troisième, dans tout univers professionnel, il y a des abréviations, il y a des termes particuliers. Après, on n'est pas là pour faire d'eux des magistrats. Peut-être que ce sera le cas de certains. Si je m'en réfère à certaines lettres de motivation, il y en a qui ont envie d'être avocats parce que c'est des enfants motivés qui viennent. Ils ont fait l'objet d'une sélection. Alors, je ne sais pas exactement comment au sein de leur établissement. Ils vont d'ailleurs aussi rencontrer un avocat. Mais on leur montre qu'il y a aussi d'autres métiers dans un tribunal. Il y a l'accueil, il y a l'informatique, il y a le courrier, il y a les archives. Il y a agent de greffe. En fait, c'est des personnes dans un tribunal, c'est pas une institution désincarnée. Et le droit, c'est un élément fondateur de notre pacte social et il est de notre devoir, je pense qu'on doit être exemplaire dans nos institutions de justice, de le rendre accessible au plus grand nombre. La troisième étape aura lieu à la fin de l'année judiciaire, c'est-à-dire en juin. Les élèves s'initieront à un jeu de rôle où ils reproduiront un procès fictif. Merci beaucoup Régine Ralèche. Vous en parliez hier dans les informations du jour. Mardi 6 décembre a eu lieu une expérience atypique, une partie de tennis entre recruteurs et jeunes issus de quartiers prioritaires avant un job dating. L'objectif, permettre des échanges dans un cadre moins formel et faire tomber les clichés pour faciliter la phase de recrutement. L'opération est nommée Faites le mur, le reportage de Julien Leroy. Jouer au tennis avec son recruteur juste avant son entretien d'embauche, un concept original vécu par ces 30 jeunes issus de quartiers prioritaires lors du jeu 7 et Job ce mardi 6 décembre.
Organisé pour la première fois à Trappes par l'association Faites le mur de Yannick Noah, cet événement a permis de rassembler une dizaine d'entreprises. C'est un concept de job dating en fait directement sur le tennis afin de désacraliser le recrutement, de déstresser un peu les jeunes. Ça crée un lien direct qui est plus facile où directement le recruteur et le jeune se parlent sur le terrain. On parlait de salaire, de comment ça se passe au niveau du travail, s'il y a des jours de repos particuliers. Je trouve que c'est une méthode très innovante qui permet aussi de briser la glace auprès de ces candidats. Aujourd'hui, il faut aller au-devant des candidats, il faut aller les chercher au plus près de chez eux. Donc je pense que le sport aussi permet de mieux prendre contact avec eux et puis voilà, de faciliter la communication. Après un moment sportif, l'ambiance est devenue plus formelle dans ce cadre atypique. Table posée à même le terrain pour le job dating. Des postes autour des métiers de la climatisation, de la mécanique ou encore de l'armée étaient proposés. Pour moi, c'est super important de participer au job dating parce que je suis à la recherche d'un emploi, soit en CDI, soit en restauration, en commerce, en garde d'enfants. Ça permet aussi de se faire connaître auprès des jeunes, puisque moi je travaille pour une agence d'intérim et on se rend compte que les jeunes connaissent de moins en moins le monde de l'intérim. Donc c'est vrai que c'est important aussi de se faire connaître. Ça lève quelques barrières en fait des deux côtés. Ça lève des barrières peut-être un peu des appréhensions de la part du jeune déjà. Du jeune envers le recruteur, c'est peut-être des fois un monde qui n'est pas forcément atteignable, mais aussi de la part du recruteur envers le jeune, qui n'a peut-être pas la bonne image des jeunes de quartier. En amont, certains de ces demandeurs d'emploi étaient formés à la prise de parole en public à travers des simulations d'entretien et des perfectionnements à l'oral. Présente dans toute la France, l'association Faites le mur intervient chaque année auprès de 13 000 bénéficiaires. On en parlait en début d'émission. L'association La Gerbe collabore depuis 2013 avec le docteur Tony Elonguet qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes gynécologue et également le fondateur de l'hôpital Otema qui se trouve en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi le seul gynécologue de la région Sankourou qui regroupe 3 millions d'habitants. Il y a également une école, un orphelinat. Pour tout ça, vous collaborez avec l'association La Gerbe. Michael Païta, vous êtes représentant de cette association. Comment est-ce qu'elle est née, cette collaboration entre vous deux ? Alors, écoutez, en tout cas en 2013, un petit peu avant cela, le docteur Elonguet était venu en France, était en France depuis déjà un petit moment, pour se spécialiser, puisque sa spécialisation a été faite en gynécologie ici en France. Et à cette occasion, il était déjà dans cette posture d'initiative pour sa région, et il était en recherche de collaborateurs. Il est venu nous exposer la situation qui était critique, on peut le dire, et les besoins qu'il y avait. Et on a emboîté le pas et on ne regrette pas, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui a été fait. Alors Tony Elonguet, je le disais, vous êtes le seul centre de soins spécialisé de la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'accès aux soins est compliqué dans cette région ? Alors il faut seulement dire que la région du Sankourou, c'est une grande région de 109 000 km², ce qui représente justement 9 fois l'île de France et 3 fois la Suisse. Donc c'est vraiment une région dans un pays. Alors, un pays dans un pays, bien entendu. Alors, c'est une région, mais qui est tout à fait enclavée parce que les routes sont pratiquement impraticables. Donc, on n'a pas de routes et puis l'accès aux soins paraît assez difficile pour tout le monde. Et alors, donc, moi, quand je suis venu en France, je suis rentré pour pouvoir aider. Je suis le seul spécialiste en gynécologie pour aider vraiment l'accès à la santé aux femmes. Vous avez aidé combien de femmes environ ? Alors, jusque-là, donc, à partir du moment où nous avons mis en place cet hôpital, nous avons déjà opéré plus de 1200 femmes avec des interventions chirurgicales majeures. On a eu à faire accoucher plus de 2000 à 3000 femmes et on a opéré des pathologies assez spéciales comme les fistules chez les femmes, plus de 300. Et donc il y a plusieurs pôles, on va dire, au sein de l'hôpital. Vous avez notamment une clinique juridique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors nous avons mis en place une clinique juridique, bien entendu, parce que, comme vous savez, le Congo, c'est un pays qui est en guerre.
tout le temps en guerre. Il y a cette guerre à l'est du pays, une guerre qui ne se termine pas. Et pendant qu'il y a la guerre, il y a justement des viols qui sont faits à la femme. Et ces femmes qui viennent chez nous violentées déjà, présentes de pathologies, présentes de fistules, et nous prenons en charge ces femmes de façon physique et aussi de façon juridique, même sociale aussi. C'est-à-dire qu'on les traite et puis avec la clinique juridique, on a des avocats, on a des policiers qui sont sur place et qui vont interpeller les auteurs pour pouvoir justement les décourager. Et vous aidez aussi ces femmes psychologiquement ? Tout à fait. On a mis en place un bureau pour la prise en charge psychologique, c'est-à-dire que ces femmes qui sont violées ont des problèmes aussi psychologiques, et nous avons pensé mettre ce bureau sur place pour aider ces femmes sur le plan psychologique, bien entendu. Et important aussi, vous aidez ces femmes à trouver des nouveaux métiers, des nouvelles occupations, on peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait, parce que ces femmes-là, la plupart de ces femmes sont des femmes qui sont démunies. Et comme elles sont démunies, et puis au-delà du fait qu'elles sont démunies, elles sont violées et elles perdent vraiment l'aspect des femmes. C'est comme ça que, voilà, on s'est dit, si on leur apprend un métier, on leur donne une occasion de pouvoir se réintégrer dans la société, ces femmes-là trouvent quand même vraiment leur vie sociale, en quelque sorte. Il y a combien de personnes qui travaillent dans cet hôpital ? Dans cet hôpital, nous avons plus de 50 employés. Et l'objectif futur, c'est de l'agrandir encore ? L'objectif futur, c'est parce que c'est parmi il est le seul hôpital qui est bien équipé dans la province. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cet hôpital puisse répondre aux recommandations nationales d'une structure médicale qui peut avoir plus de 300 lits. Et vous êtes tourné vers le futur, puisque dans cet hôpital, il y a également une école pour former les futurs médecins et infirmières. Voilà, donc nous avons mis en place une université parce qu'on a compris que les infirmiers qui travaillaient avec nous n'étaient pas assez capables de pouvoir répondre à ces gros problèmes de santé. On a pensé former des infirmiers qui seront capables de pouvoir travailler aussi bien à l'hôpital que à notre hôpital, bien entendu, hôpital Otema, mais aussi dans les autres hôpitaux de la région. Et alors, Michael Païta, vous soutenez avec l'association La Gerbe toutes ces actions et vous allez mettre en place en janvier une course connectée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors il y a un événement qui s'appelle Hope 360 qui réunit une vingtaine d'ONG qui chacune vont présenter un projet qu'ils soutiennent. Nous, on a décidé de cette année soutenir une vingtaine d'étudiants qui justement suivent le cursus d'infirmier dans cette université. Ces étudiants qui ont la situation particulière d'être orphelins et en plus avoir charge de famille, c'est-à-dire ils ont des frères et sœurs dont ils doivent s'occuper, et donc ils ont une situation particulièrement complexe pour pouvoir accéder aux études, et donc on va lancer l'objectif de pouvoir parrainer 20 de ces étudiants à travers cette course. Donc cette course connectée, elle va commencer déjà en fait demain. Le site internet de la course commence, et ensuite les gens pourront à distance pouvoir participer à l'événement, et il y aura le 15 avril sur la base de loisirs des Mureaux-Verneuil une journée festive où tous les participants pourront se retrouver pour célébrer cette fin d'événement. Le site internet qui s'affiche en bas de notre écran. Pourquoi c'est important pour l'association La Gerbe de collaborer, de participer à ces actions ? Alors en tout cas, il faut se rendre compte de l'ampleur du défi que représente la tâche à laquelle s'est attaqué le docteur Elonguet. Il faut dire que peu ou pas de personnes se lanceraient un tel défi. Lorsqu'on est devant une montagne, est-ce qu'on va se lancer l'idée de pouvoir la faire descendre comme ça ? Et c'est le défi qui s'est proposé de relever et qu'il relève bien, puisqu'il y a une vraie différence qui est faite depuis qu'il se met en marche. Et donc nous, on marche à ses côtés par de l'envoi de matériel, par des collectes de fonds, pour pouvoir vraiment faire levier sur les actions qu'il mène en place et cette capacité de mobiliser aussi les gens au niveau du terrain et faire la différence. Et savoir quels sont les freins aujourd'hui, vous le dites aujourd'hui, la situation notamment en termes de guerre en République démocratique du Congo, c'est l'un des principaux freins, il y en a d'autres aujourd'hui ?
Voilà, donc d'abord le fait qu'il y a cette guerre-là qui sévit avec prédilection à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre-là fait que l'attention des autorités sur place soit tournée vers là plutôt que vers le développement de la région. C'est comme ça que la région est très enclavée et n'est pas beaucoup développée. C'est vraiment parmi les éléments qui sont à la base d'elle. Donc, Michael Païta, l'association La Gerbe soutient d'autres initiatives internationales. Vous soutenez également les habitants ukrainiens en envoyant aussi du matériel. Oui, tout à fait. Alors nous, on collabore avec l'Ukraine depuis 2009. En fait, on a désiré aller plus loin parce qu'on était déjà inscrit dans cette démarche-là. Depuis déjà 2014, avec la guerre dans le Donbass, on a orienté du matériel à la fois vers les déplacés internes ou vers les personnes dans le Donbass, sans distinction évidemment de politique ou autre, c'est pas notre propos. Et puis en 2022, évidemment, avec le conflit qui a éclaté, on a intensifié énormément nos envois, on a multiplié par 3 les volumes habituels avec lesquels on fonctionnait. Et encore en cette fin d'année, alors c'est plus difficile parce qu'évidemment l'élan de générosité, et on le comprend très bien, s'essouffle, c'est normal. Nous, il faut qu'on continue à travailler en tout cas pour continuer à collecter dans cette période d'hiver où les choses deviennent plus critiques encore, on le sait. Eh bien, merci Michael Païta et Dr Tony Elonguet d'être venu en parler en plateau avec nous. Si vous souhaitez faire un don ou participer, vous pouvez le faire sur le site internet de hope360.events qui s'affiche juste en dessous. Cette semaine, nous vous avons proposé une série de reportages sur le chef cuisinier Jérémy Ambiel du restaurant de l'Arche. Durant les 3 premiers épisodes, nous l'avons suivi chez ses producteurs et éleveurs préférés du pays oudanais. Et aujourd'hui, dans cet épisode final, le chef vous dévoile sa recette de poule au pot. On regarde tout de suite le reportage de Nicolas Dandry. Bon, je suis venu chercher les poules de Houdan pour pouvoir faire la poule au pot. Ouais. Alors on essaye de bien garder les critères de beauté. Donc il faut bien la houppette. Après il ne faut pas trop de noir, pas trop de blanc. C'est bien de voir justement qu'il y a des personnes comme toi qui travaillent sur la continuité d'une poule comme la poule de Houdan qui aujourd'hui est difficile à élever. On va réaliser la recette de la poule au pot. Donc la poule au pot, tout simplement, c'est une volaille qui va être pochée et qui va être farcie avec une farce là aujourd'hui à base de veau et des petits légumes de saisonnalité. Pour la farce, j'ai du veau haché, du persil, des œufs bio, des échalotes, les abats de la poule de Houdan, de la crème liquide. Et après, tout ce qui va être garniture aromatique, les oignons, les clous de girofle et les légumes qui seront à consommer avec la poule au pot, carottes, navets et poireaux. Je vais réaliser en premier lieu la farce. Du haché de veau, je vais y rajouter ma crème liquide, mon persil haché, mes échalotes ciselées, mes abats hachés aussi, mes œufs et après on malaxe le tout pour faire notre farce. Donc on utilise du veau parce que c'est élevé au lait et il faut savoir que la poule de Houdan elle est finie aussi au lait, donc l'association des 2 produits se marie très bien. On va la remalaxer et après il ne faut pas hésiter à la laisser reposer au moins 1 heure, vraiment pour que tous les aromates prennent bien le goût au niveau du veau. Maintenant on va s'attaquer à la garniture de notre poule au pot. Donc moi j'aime bien laisser des gros morceaux. Donc c'est les légumes qui vont nous servir à parfumer le bouillon, qui vont prendre toutes les saveurs de la volaille, donner leur saveur à la volaille.
Donc là, il s'est passé 1 heure de temps. Et maintenant, on va tout simplement remplir notre poule de houdans. Et après, je vais venir tout simplement la brider pour éviter que la face ressorte pendant le pochage. Le but, c'est pas de faire de la haute couture. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit fermé. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout dans un bouillon avec les légumes, les aromates, le sel, le poivre, notre vin blanc et notre poule de houdans. Et on attend maintenant au moins 8 heures. Et justement, Nicolas Dandré nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un retour sur ce reportage. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Déjà, la durée, parce que c'est quand même 4 épisodes qu'on a découverts tout au long de la semaine. Donc, une petite série. On n'a pas vocation à devenir une plateforme de streaming comme on peut connaître. Mais voilà, une petite série à l'échelle de TV78. Mais donc, durée de tournage quand même. On a commencé à 7h30. On était tous les deux, Mathilde. On a commencé à 7h30 du matin. Oui. Jusqu'à 15h l'après-midi, différentes séquences, découverte du territoire des Yvelines, du pays houdanais, entre Houdan, Richebourg, jusqu'à Lognes, à la limite du nord du département des Yvelines, à la découverte de tous ces producteurs. Et puis, ce chef restaurateur, Jérémy Orbiec, a eu des difficultés, il a connu quelques difficultés de la vie et qui a su rebondir et qui aujourd'hui, a son restaurant, cuisine pour les gens avec des produits locaux en circuit court. Il se fournit autour de chez lui dans un périmètre de 10-15 km et voilà ce qu'on peut faire comme type de reportage sur TV78 grâce à ces personnes-là. Voilà. Et alors, est-ce que ça vous a donné envie de goûter cette poule au pot autour du plateau ? Ah bah oui, ça donne envie. Ça peut être un petit plat à mettre sur la table de Noël, peut-être, pourquoi pas, alors, avec un produit local. Pour le coup. Exactement, et puis alors, faut savoir qu'elle n'est pas encore à sa carte, parce que Julien Lecoq, qu'on a découvert hier, le producteur de la poule de Houdan à Lognes, est en train de relancer un élevage de poules de Houdan, donc peut-être qu'elle sera à la carte le printemps prochain, l'été 2023. Voilà. En tout cas, Mathilde a bien apprécié la poule de Houdan. C'était très bon, effectivement. Je vous propose de passer maintenant à cette page loisirs. Depuis le samedi 3 décembre, le musée Lambiné situé à Versailles a rouvert ses portes au public après des travaux durant 3 ans. Alors, Émilie Maisonneuve, vous êtes la conservatrice de ce musée. Qu'avez-vous fait comme travaux ? Qu'est-ce qui a été changé ? Alors, on a changé entièrement le parcours, c'est-à-dire que l'intégralité des 35 salles et des 3 niveaux ont été repeints, scénographie changée. On a complètement varié en fait le propos, pour un propos beaucoup plus lisible. Et puis, on a édité un nouveau guide des collections aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut découvrir ou redécouvrir comme œuvre ? Alors l'œuvre phare, vous parliez tout à l'heure d'un luthier qui a travaillé pour Marie-Antoinette, c'est une harpe qui a été réalisée par le luthier justement de Marie-Antoinette, le luthier principal. Donc en fait c'est une harpe du XVIIIe siècle, des années 1786-87, et qui est en fait une sorte de prototype avec 8 pédales. Et la particularité c'est qu'on l'a restaurée pour pouvoir en jouer. Donc on fera des concerts privilégiés de temps en temps avec cette harpe qui a un son très très particulier et qui vraiment redonne vie à ce XVIIIe siècle qu'on illustre très bien au musée Lambiné. Et il y a également des peintures, des sculptures, c'est très complet finalement. Oui, c'est très complet parce qu'en fait on est un musée de collectionneurs. Donc le principe c'est que des donateurs depuis le XIXe siècle en fait ont fait le choix de donner leurs œuvres au musée Lambiné, donner aux légués. Donc on a un ensemble très varié, en effet en termes de beaux-arts, qui va du XVIe siècle au XIXe siècle pour la partie principale. On a aussi des éléments du XXe siècle, mais un petit peu moins courants. Et donc en fait on présente de manière beaucoup plus organisée avec les peintures XVIIIe, peintures XIXe, les objets d'art qu'on a vraiment remis en valeur. Ça c'était vraiment notre propos principal, c'était de ne plus les montrer comme des faire-valoir, mais vraiment comme des œuvres à part entière et dans une scénographie beaucoup plus théâtrale aussi qu'auparavant.
Et donc ce musée, il existe depuis 90 ans. En quoi, en fait, c'est un symbole pour la ville de Versailles, ce musée ? On est vraiment, en effet, le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles. Donc pour beaucoup de Français, voilà, ils connaissent le rôle de Versailles durant l'Ancien Régime, mais on a été aussi à des moments importants de l'histoire, la Révolution, les années 1870, une ville majeure en fait dans l'histoire de France. Donc notre propos est de parler de l'histoire de la ville, mêlée à l'histoire de France, et puis de montrer justement la richesse des artistes et artisans qui ont travaillé pour la ville, tout particulièrement pendant l'installation de la cour dans notre ville. Grégory, vous aviez une question ? Oui, on imagine qu'il y a peut-être une certaine forme d'impatience pendant ces 3 ans de travaux. C'était important pour peut-être lui donner 90 ans de plus. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter au musée Lambinet, même davantage. On travaille un peu pour l'éternité, parce qu'on est un musée de France. Donc toutes les œuvres en fait, qui sont dans notre inventaire, dans notre fonds, font partie du patrimoine de la nation. Donc c'est notre rôle de les conserver. En effet, 3 ans, c'était long, mais on a eu aussi la période Covid, qui finalement a été pour nous une opportunité en fait, d'aller beaucoup plus loin dans les travaux. Et puis aujourd'hui, on est très très heureux évidemment de retrouver le public enfin. Nicolas ? Comment vous vous articulez aussi avec le château de Versailles ? Forcément, on peut imaginer les touristes qui viennent de l'étranger pensent directement à aller au château de Versailles. Comment vous travaillez avec le château de Versailles pour peut-être aussi venir découvrir votre musée à vous et les œuvres que vous avez ? Alors en fait, on a des échanges avec eux, on leur prête des œuvres, ils nous prêtent des œuvres, on a des œuvres en dépôt d'ailleurs qui ont accepté de déposer pour le nouveau musée. Et puis l'idée c'est en fait d'être plutôt axé nous sur une visite conviviale, une visite aussi dans un certain confort. Le château de Versailles, c'est beaucoup une visite de célébration. Il faut absolument avoir vu le château de Versailles. Et nous, on va chercher plutôt à attirer un public familial, un public francilien, et puis un public actif, parce qu'on va en fait mener des visites un peu particulières, des visites de relaxation, œnologie, voilà, pour essayer un petit peu d'attirer ce public actif qu'on espère avoir en soirée et le week-end. Et donc cette année, vous allez fêter vos 90 ans. Est-ce que vous avez préparé quelque chose ? Vous avez prévu quelque chose ? Alors on a fait en fait souffler les bougies au musée au mois de juin, alors quand c'était encore fermé. Mais l'idée en effet, c'est de pouvoir utiliser cette première année pour lancer toute une nouvelle programmation, des événements, des visites théâtralisées. Et je pense qu'à l'occasion essentiellement de la nuit des musées prochaine, donc ce sera en 2023, ce sera l'idée voilà, de marquer le coup à nouveau pour célébrer un peu en retard cet anniversaire. Donc une programmation qu'on pourra connaître prochainement ? Oui, alors on a tout un système de communication avec évidemment les réseaux sociaux. On est très actifs sur les réseaux. Et donc vous pouvez suivre toutes les nouvelles propositions qui sont faites pour tous les âges et pour toutes les populations. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Maisonneuve, d'avoir accepté notre invitation et d'être venue en plateau. Je le rappelle, vous êtes la conservatrice du musée Lambinet situé à Versailles. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez découvrir ou redécouvrir ce musée ce week-end peut-être. Et quelque chose me dit que si vous êtes aussi à court d'idées, Gabrielle, vous avez prévu des idées de sortie pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait, Mathilde. Et on commence avec l'événement de ce week-end pour les fans de sport. L'équipe de France affronte l'Angleterre samedi soir pour les quarts de finale de Coupe du Monde. Alors la ville de Poissy propose la diffusion du match sur écran géant au forum Armand Peugeot. À la clé de cette rencontre, une place en demi-finale, vous le savez. Rendez-vous donc à 20h pour le coup d'envoi. Et plus tôt dans la journée, le Maroc affrontera le Portugal. Alors on sait que vous êtes nombreux dans les Yvelines à soutenir ces deux équipes. On vous attend en story sur notre compte Instagram et Facebook TV78 pour un petit sondage qu'on vous a préparé pour se connaître l'équipe que vous supportez. Alors à 18h, sachez que 64% de nos abonnés supportaient le Maroc et 36% le Portugal. Je ne sais pas, autour de la table. Les Portugais sont nombreux, la communauté portugaise est nombreuse partout, même dans les Yvelines, donc ils ont intérêt à aller mettre qu'ils supportent le Portugal, il faut égaliser. Et puis en plus, le gagnant de ce match affrontera peut-être l'équipe de France si elle se qualifie contre l'Angleterre. Tout à fait. Pour ceux qui sont moins fans de sport, Gabrielle, vous avez choisi d'autres sorties un peu plus culturelles. Oui, jusqu'à samedi soir de 20h30 à 22h30, le théâtre Montancier de Versailles propose la pièce Petit Pays. Alors cette pièce, elle est inspirée du roman éponyme de Gaël Faye. Elle retrace l'histoire d'un Burundais dont l'entrée dans l'adolescence est marquée par le début du génocide des Tutsis au Rwanda, pays voisin. On assiste au passage de l'insouciance de l'enfance à la prise
prise de conscience de l'adolescence. Parmi les thématiques qui seront abordées dans cette pièce, on parlera de l'histoire coloniale, le racisme, mais aussi le partage des frontières qui a été imposé au peuple africain. Et on reste dans les sorties culturelles puisque vous nous avez sélectionné une exposition à Clairefontaine. Oui, si vous avez envie de vous réchauffer un peu et de voyager, je vous conseille l'exposition Plein Feu. Elle est dédiée à l'ambiguïté de l'astre solaire. C'est une exposition lumineuse et colorée qui nous interroge sur notre rapport au monde, engageant une réflexion sur nos modes de vie notamment. Alors vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. Ensuite, il y aura une pause et l'exposition reprendra le 7 janvier 2023 et ce jusqu'au 29 janvier. Les vacances de Noël approchent à grands pas et c'est le dernier week-end pour profiter du Noël décalé à la Commanderie. Oui, toute la journée, la Commanderie de Saint-Quentin en Yvelines vous propose un moment festif. Parmi toutes les choses à faire, vous pourrez profiter d'un marché d'associations solidaires et de créateurs locaux. Vous pourrez également profiter d'activités de création ou encore de déguster des spécialités. On sait que vous aimez ça, vous avez tendance à aimer ça autour de la table, des spécialités afro-caribéennes, je vais y arriver, cuisinées, non Grégory, cuisinées maison. Et alors que seraient ces fêtes de fin d'année sans patinoire, Gabriel? Oui, vous pourrez patiner à Elancourt, Maison Lafitte ou Maurepas. Carrières-sous-Poissy ne fait pas exception. Le village de Noël, faites barrière Nicolas, est accompagné d'une piste de glisse. Vous pourrez en profiter jusqu'au 30 décembre. Il n'y a pas que sur la patinoire que ça glisse, j'ai l'impression ce soir. Merci beaucoup Gabriel. Et comme d'habitude, le jeudi, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table? Est-ce que vous avez une sortie que vous avez prévue? France-Angleterre, je pense. Oui, forcément, il y a le football. On est tous les deux grands fans de sport. Fans de sport. Fans de sport avant tout. Et oui, forcément, les quarts de finale de cette Coupe du Monde nous attirent. Mais j'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël, donc pourquoi pas aller faire un petit tour à la Commanderie. Pour ces cadeaux. Faire des dégustations. Et des dégustations aussi. Ouais. Et si vous souhaitez continuer dans cette ambiance de Noël, il y a toujours les marchés de Noël dans les Yvelines qui sont en cours. On commence à plaisir. Les festivités auront lieu au parc du château et ce dès vendredi soir. Et Elancourt organise également son événement pendant 3 jours sur le parvis de l'Hôtel de Ville. À Guyancourt, ce sera un marché solidaire pour la ville jumelée de Comé au Bénin. Rendez-vous à la Maison de l'Environnement pour le marché de Noël de Magny-les-Hameaux et à la place des Justes pour celui de Saint-Cyr-l'École. À Maurepas, c'est au gymnase de la Malmedonne que vous pourrez profiter de plusieurs animations dès vendredi soir. À Voisin-le-Bretonneux, le marché de Noël se tiendra au centre sportif Les Pyramides. Et pour la semaine prochaine, ce sont les communes des Clés-sous-Bois et de Trappes qui installeront leur marché de Noël. Pour les Clés-sous-Bois, rendez-vous à l'espace Philippe Noiret. Pour Trappes, le marché se tiendra toute la semaine du 16 au 23 décembre sur la place de la Meurise. Et d'ici là, les fêtes de fin d'année, il est possible pour les petits, les Yvelinois, mais aussi pour les Yvelinois tout court, de déposer leur lettre au Père Noël. Nicolas, est-ce que vous avez déposé votre lettre? Ah ça y est, le poste la mairie des Pônes à ma lettre, donc j'espère que la mairie des Pônes l'enverra comme il se doit au Papa Noël. Pour les autres communes, plusieurs boîtes aux lettres sont à disposition. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la mairie. À Plaisir, la boîte aux lettres est située dans le parc de l'Hôtel de Ville, à Maurepas sur la place Charles de Gaulle. Pour Magny-les-Hameaux, elle est dans le hall de l'Hôtel de Ville. À Guyancourt, la boîte est installée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Attention, postez bien votre lettre avant le 15 décembre. Pour Poissy, c'est sur la place de la République. À Rambouillet, le lien avec le pôle Nord restera établi jusqu'au 24 décembre. La boîte aux lettres permettra aux rambolitains de déposer également des cartes ou des dessins qui seront ensuite distribués aux personnes âgées. Attention à bien indiquer sur vos lettres Père Noël, pôle Nord, ainsi que votre adresse pour avoir une réponse. Et comme d'habitude, le jeudi, Nicolas Dandré, vous nous avez préparé un petit quiz. C'est sur quel thème ça? Alors, cette semaine, on va parler des espaces commerciaux, puisque vous savez, le Papa Noël est en train de parcourir ces espaces commerciaux des Yvelines et il parcourt l'ensemble des centres commerciaux. Et donc, on va redécouvrir un peu les centres commerciaux. On va faire un voyage dans le temps maintenant. Depuis la semaine dernière, on utilise les archives. Donc, je suis allé chercher dans les archives. Première question, nous sommes le 6 décembre 2008 et regardez cet extrait d'un reportage réalisé à l'époque sur la pose d'une première pierre. Regardez. Une première pierre pour... Si le chantier est déjà bien avancé, ce pôle commercial marquera une nouvelle ère pour la ville, connue surtout pour ses magasins implantés anarchiquement le long de la RN10. Excusez-moi pour le bip,
parce qu'il y avait la réponse forcément. Alors, à votre avis, la première pierre concerne quel espace commercial actuel ? J'ai reconnu, moi, sur les images, l'ancien maire de Coignères, Henri Pailleux. Donc je dirais que c'est à Coignères et pourquoi pas le centre commercial des Portes de Chevreuse. Réponse, bravo Grégory. La réponse va s'afficher à l'écran. Effectivement, les Portes de Chevreuse à Coignères. Voilà, avec l'espace commercial des Portes de Chevreuse situé à côté du Forum JB. À côté de Morpa finalement, et donc on sait qu'il y a toute une réflexion aujourd'hui sur l'avenir de ce pôle commercial qui doit être réaménagé. Alors, deuxième question, on va aller loin, on retourne au siècle dernier, retour en 1999. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé à l'époque sur le centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines, regardez. Bonjour, comment vous le trouvez ce centre commercial ? Ah, il est super. Ah ouais, franchement, ouais. On fait les courses au chaud, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien. Pour moi, personnellement, je trouve toujours tout ce que j'ai besoin, donc ça va, quoi. Quel que soit votre âge, vous êtes plutôt satisfait de votre centre commercial régional. Et pourtant, depuis un mois, des travaux sur la place Colbert annoncent de profondes modifications et l'arrivée de nouvelles enseignes. Le développement aujourd'hui des centres commerciaux passe par effectivement une offre commerciale minimum, des enseignes attractives, mais nous essayons de faire en sorte que les centres commerciaux deviennent également des centres de loisirs, des centres de vie. Car le centre souffre d'un péché originel, il est sous-dimensionné pour répondre à sa vocation régionale. D'où l'idée de l'étendre et d'attirer des enseignes attractives. Le magasin H&M et sa mode chic et pas chère sont de celles-là. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année, l'escalier d'accès au centre sera supprimé et l'entrée par les escalators améliorée. Ce n'est que la première tranche des travaux. Côté avenue du Centre, l'hypermarché devrait être agrandi en raie de rue d'ici quelques mois. Autre projet derrière le théâtre, une extension dédiée aux loisirs avec un grand complexe cinéma multisalle. Autant de moyens de renforcer l'offre commerciale. Alors, à votre avis, de quel projet parle le journaliste de TV78 de l'époque ? Le projet de la fin ? Le projet de la fin. Je vais laisser mes collègues... J'en ai une idée, mais... Le pavé... non, pas le pavé du canal, mais la médiathèque ? Non. Je dirais... Un projet d'espace de loisirs. SkyWest. Eh oui, Grégory, bravo. C'est SkyWest. Alors, on va voir la réponse s'afficher, et puis on va commenter quand même ces images. On voit que l'avenue du Centre, finalement, il n'y a pas la grande enseigne de grande distribution. Il n'y a que le souterrain. Il n'y avait pas l'espace à la surface de l'avenue du Centre. Tout est vide, en fait. Et finalement, derrière... à côté du théâtre, finalement, il n'y avait pas encore SkyWest. C'est pour ça qu'on voyait cet espace vide, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, SkyWest. Troisième question, on poursuit donc le quiz en 2012 avec ces nouvelles images, regardez, réalisées à l'époque avec un espace commercial assez végétalisé. On voit que c'est l'Alpha Park 2, un centre commercial assez étendu. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est situé cet espace commercial ? Je crois que je l'ai là. Les Clés-sous-Bois. Bravo Gabriel, bravo, on va voir la réponse s'afficher, effectivement. C'est aux Clés-sous-Bois. Alors, c'est vrai que c'était une question assez simple, mais on aurait pu se tromper parce que c'est à la limite avec plaisir. Donc on aurait pu aussi avoir ce doute, savoir si c'est plaisir ou les Clés-sous-Bois. On va passer à la quatrième question. Regardez ces images. Nous sommes au début des années 2000. Alors c'est... compliqué ou pas, on va voir. Il faut faire attention à l'ensemble des détails. À votre avis, dans quel centre commercial se déroulent ces travaux qui concernent un cinéma ? Regardez bien les images. Ça ressemble à l'espace Saint-Quentin. Grégory, encore une fois. Bon, je sens que Grégory va J'ai reconnu l'allée piétonne. Effectivement, bon, on va voir la réponse s'afficher. C'est l'état d'espace Saint-Quentin. Et regardez bien les images. Avant-après, c'est assez impressionnant. Voilà, concernant ces images, ça fait plaisir quand même de voir ces images du passé, voir comment c'est aujourd'hui, et ça date que du début du siècle actuel, 21e siècle, voilà. Alors, question de rapidité, c'est assez simple. Franchement, le premier qu'il a, là, je vous donne l'autorisation, même si j'ai pas posé la question, vous pouvez y répondre. Regardez ces images, est-ce que vous pouvez me dire dans quel centre commercial on est ? C'est à Parly 2. Parly 2, Mathilde. Bon, il n'y a même pas eu le temps, la question n'a pas eu le temps de s'afficher, voilà. Eh bien, réponse en image. Fallait bien que je marque un point.
Westfield Paris 2, centre commercial situé au Chênay-Rocancourt, avec son copain et son grand frère Vélizy 2, situé à Vélizy 2. Allez, dernière question, un peu plus compliquée celle-là. Regardez ces images. Alors, on a d'abord le centre commercial Mon Beau Bichelet, et ensuite on va voir les images du centre commercial Mon Grand Plaisir. Mais est-ce que vous pouvez me dire... Alors, c'est les 2 centres commerciaux qui sont sortis de terre, c'est les 2 derniers. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'entreprise qui a l'initiative de ces 2 projets ? Emerson ? Non, ce n'est pas Emerson. L'entreprise à l'initiative des 2 projets Mon Beau Bichelet, Mon Grand Plaisir. La réponse est affichée dans les images, fallait bien regarder les amis. Est-ce qu'on peut remettre les images s'il vous plaît, en régie ? Bon, vous l'avez pas ? J'ai pas mes lunettes, je vois pas. Bon, on va voir la réponse tout de suite. Le point ne sera pas attribué sur cette question. La réponse tout de suite, il s'agit en fait de la compagnie de Phalsbourg. Mais oui. Voilà, donc à l'initiative de ces 2 projets, de ces 2 derniers centres commerciaux qui sont sortis de terre dans les Yvelines. Voilà. Bien, merci beaucoup Nicolas Dandré. À chaque quiz, on en apprend un peu plus sur l'histoire des Yvelines. Merci à vous. Nicolas. Donc Grégory, grand vainqueur quand même. Grégory, vainqueur de ce quiz cette semaine. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, je vous propose de regarder la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait être encore bien nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera moins 1 degré avec des ressentis d'environ moins 3 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager. Nous devrions avoir quelques éclaircies. Au niveau des températures, comptez 2 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Versailles et 1 degré à Rambouillet. Et pour ce week-end, quel temps fera-t-il, Gabrielle ? Eh bien Mathilde, la tendance reste la même. Samedi matin, les températures seront négatives sur l'ensemble du département, entraînant du givre à certains endroits. Comptez 1 degré à Versailles et jusqu'à moins 2 degrés à Mantes-la-Jolie et Rambouillet. L'après-midi, le soleil fera son apparition. Les températures seront comprises entre 2 et 3 degrés. Dimanche, la tendance reste la même avec des températures comprises cette fois entre moins 1 et 0 degrés. Prévoyez des averses sur le nord du département. L'après-midi, des éclaircies sont à prévoir. Il fera 1 degré à Versailles, Rambouillet et Houdan. Les températures atteindront les 2 degrés à Mantes-la-Jolie. Merci beaucoup Gabrielle Gontier. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.